Bonjour à tous, bienvenue du coup au Tech It Connect qu'on organise annuellement dans la région nantaise. Aujourd'hui, dans cette table ronde, on va aborder la thématique du marché de la tech à Nantes. Mais avant tout ça, je vais juste vous faire un petit récapitulatif quand même, parce que les gens qui viennent ici connaissent pas forcément Tech It, connaissent pas bien ce que c'est. Donc Tech It, c'est avant tout un réseau social spécialisé dans le secteur de la tech avant d'organiser des recrutements, pardon. On est vraiment un réseau social, et donc sur notre réseau, vous allez avoir des offres d'emploi, vous allez avoir des actualités, vous allez avoir aussi la possibilité de networker, le but du réseau social, c'est quand même ça à la base, et on a aussi l'agenda de tous les événements qu'on organise. Voilà. Et du coup, on organise aussi des événements de recrutement, comme on peut le faire ici aujourd'hui à Nantes, on en fait un petit peu partout en France, en Belgique et au Luxembourg. Voilà. On va pouvoir du coup commencer la table ronde. Donc pour parler du marché de la tech à Nantes, je ne suis pas tout seul, je suis bien accompagné. Et je vais laisser du coup ces messieurs, dames se présenter. Donc, bonjour à tous, Alexandre. Donc, moi j'ai un double casquette, intrapreneur en grand compte chez PSA, Veolia ou Eramet, et start-upper. Aujourd'hui, je fais à peu près le tour des incubateurs nantais. J'étais également incubé sur Paris à Sec Ventures et à Berlin. Et aujourd'hui, je suis passionné par l'innovation digitale et la tech en général. Bonjour à tous, donc moi c'est Camille Guilbeault, je suis responsable RH d'une entreprise de services numériques Delia Technologies, une petite ESN nantaise à la base depuis bientôt 5 ans. Voilà, on est bien implanté sur le territoire nantais, on travaille avec des entreprises locales et on a également une seconde agence sur Rennes. Bonjour, et moi je suis Luc Rondeau, donc je suis le DSI de la banque commerciale en France de BNP Paribas. En fait, vous allez dire pourquoi je suis ici à Nantes. Je suis ici à Nantes parce que nous allons ouvrir un site à Nantes dans quelques mois. Donc nous recrutons aujourd'hui, nous sommes en train de recruter sur la région nantaise pour ouvrir notre site à partir du mois de juin. Voilà. On va juste peut-être faire le partage de micro avec Alexandre, et comme ça nous évitera de faire des allers-retours. Écoutez, merci à tous. Et du coup, moi je me présente aussi, j'ai oublié de me présenter, mais du coup, Alexis Dekowski, moi je suis chargé de projet digital sur techit.io, donc c'est moi qui vais gérer un petit peu la rédaction d'articles, de contenu sur la plateforme et sur l'ensemble de nos différents réseaux. Voilà, rapidement. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc le marché de la tech à Nantes. Donc on va aborder plusieurs thématiques. On va parler un petit peu de l'écosystème, des entreprises qui sont présentes, du Hall 6, parce que forcément on est dans un bâtiment un petit peu emblématique de l'écosystème tech nantais. On va parler des tendances du marché sur les différentes stacks qu'on peut aborder. Je sais qu'il y a différentes choses qui sont réfléchies, notamment sur la WS, sur le cloud. Donc voilà, on va pouvoir parler de ça. Des différences, de l'évolution de la culture d'entreprise également. Et enfin, on va terminer sur une petite question ouverte sur est-ce que la régulation est un frein à l'innovation ou non. Donc pour commencer sur l'écosystème nantais, Alexandre, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de la French Tech, comment la French Tech est implémentée sur Nantes, un petit peu nous parler en fait de la French Tech en général sur le marché nantais, quoi. Donc la French Tech, c'est une initiative nationale qui est aujourd'hui sur Nantes pilotée par la cantine numérique, juste derrière, et qui sert de relais local finalement. Moi aujourd'hui, j'ai bénéficié de la French Tech à 2 reprises en étant lauréat French Tech. Ça permet concrètement d'avoir un peu de financement et rentrer à la BPI, qui est finalement un peu la banque publique de l'innovation, qui accompagne la plupart des startups. Aujourd'hui, la French Tech, elle a une mission, c'est de quelque part approcher les entreprises consommatrices d'innovation avec des startups qui vont être fournisseurs d'innovation. Il y a d'autres leviers qui existent. Et sur cette French Tech, c'est un bel écosystème. Et ce qui est intéressant quand on monte un projet, finalement, ce label French Tech, on peut très vite se l'approprier. Et c'est une marque de confiance. C'est un réseau dans lequel il y a des acteurs qui sont accessibles. Donc n'hésitez pas à venir toquer à la porte de la French Tech.
Et donc tu parles de la French Tech, mais il y a aussi du coup il y a des grosses entreprises, il y a des ESN. Luc, toi tu viens t'implanter du coup avec la DSI BNP Paribas, mais pourquoi venir à Nantes? Pourquoi ne pas aller dans une autre région? Parce qu'il y a quand même des régions autour de Nantes, que ce soit Angers, Le Mans, Laval, qui sont intéressantes, et porteurs de projets. Pourquoi Nantes en particulier? Oui, puis au-delà de Angers, Laval, Rennes, Brest, il y a aussi Nice, Lille, Bordeaux, tout ça. Donc pourquoi Nantes? En fait, Nantes, déjà pour on va dire la qualité de vie, la qualité de vie nantaise est reconnue. Moi, je suis provincial déjà, donc je suis pas forcément parisien dans l'âme, donc je sais ce que c'est que la qualité de vie en province. C'est aussi parce que sur Nantes, je veux dire, c'est reconnu pour une attractivité et un dynamisme économique, et notamment autour de l'innovation et de la technologie. Donc voilà, quand on est dans l'informatique d'une banque, on est attiré effectivement par ce dynamisme de la région nantaise. On l'a dit, il y a au-delà de Nantes, il y a aussi Rennes, il y a Brest, il y a Angers. Et puis aussi sur Nantes, il y a un certain nombre d'écoles, de formation, donc il y a beaucoup de capacités. L'université aussi, avec notamment, on parlera peut-être tout à l'heure de l'intelligence artificielle, et notamment, voilà, il y a des programmes de recherche en intelligence artificielle, donc on est très intéressé par ça également. Et puis, on va dire, si on se recentre un peu sur nous-mêmes, on a aussi quelques autres entités du groupe BNP Paribas qui sont sur Nantes. Donc je veux dire, ça élargit le champ des possibles pour nos collaborateurs et pour les collaborateurs de ces entités-là d'avoir aussi une possibilité d'évoluer un peu plus largement dans le groupe. Donc tout ça, c'est ces bonnes raisons qui nous ont fait choisir cette belle ville de Nantes dans laquelle on est impatient d'arriver. Parfait, c'est très intéressant. Je sais pas si toi, Camille, tu avais peut-être quelque chose à ajouter sur cette qualité de vie, sur ce bien-être en fait dans la région nantaise. Toi, tu étais nantaise, non? Non, je suis pas nantaise d'origine, mais je suis pas très loin. Je suis du Mans. Je reste dans les Pays de la Loire. Après, comme beaucoup aussi, je suis venue sur Nantes via les études qui m'ont amenée ici. Après, c'est vrai que la tech est très présente sur Nantes. Je sais que quand on a créé Delia au début, on était dans les locaux de la cantine numérique. Je pense que un certain nombre d'entre vous connaissent, qui justement aussi est l'initiative de la French Tech et qui pousse pas mal de startups à s'implanter. Il y a notamment aussi le réseau Imagination Machine, donc pas mal de choses qui se sont passées ici. Et c'était finalement à un moment où Nantes était un peu comparé comme le San Francisco français. Alors je pense que ça a peut-être un petit peu changé, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de projets, beaucoup de sociétés, beaucoup de startups éclore ici. Ça a donné aussi une dynamique. Et après, je pense que la ville aussi est propice et favorable en mettant en place pas mal d'accompagnement, pas mal de subventions. Il y a pas mal de réseaux qui se créent. Je prends l'exemple aussi de Un Job à Nantes qui est poussé par le réseau de la cantine numérique et par Nantes Saint-Nazaire Développement aussi, qui pousse aussi, on va dire, des jeunes talents tech à venir et à bouger sur Nantes. Ouais, c'est pour parler aussi plus chiffres. Nantes, il me semble, c'est la 4e région où il y a eu le plus de levées de fonds en 2023. Donc il y a 200 millions d'euros de levée pour un peu plus de 20 opérations. Donc c'est quand même, on voit qu'il y a quand même un certain dynamisme dans la région, notamment au Hall 6 où il y a étudiants, chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs aussi, qui se réunissent au sein même de cet écosystème, quoi. Donc ça c'est quand même un point positif pour la région nantaise. On a aussi du coup au-delà de l'écosystème peut-être parler des stacks qui sont intéressantes, que ce soit pour les entreprises, ce qu'elles recherchent aujourd'hui, mais c'est aussi pour les nouveaux candidats, les nouveaux arrivants, sur quoi ils doivent se former. Je sais pas si vous pouvez peut-être nous toucher un mot, notamment peut-être sur tout ce qui est cloud provider, des choses comme ça où c'est de plus en plus recherché, quoi. Moi, je peux. Faisant partie d'une entreprise de services numériques, forcément, on travaille avec pas mal d'entreprises qui sont implantées localement. Il faut savoir qu'on est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être développement web applicatif, tout ce qui va être aussi chefferie de projet, avec des missions de product owner, de scrum master. Et puis, on est aussi historiquement Delia Technologies, créateur de France DevOps. Donc, on a aussi pas mal de missions orientées plutôt sur de la migration vers des cloud providers, vers l'infra as code, etc.
on va dire, alors après, je parle que pour moi, que pour Delia Technologies et par rapport aux entreprises qui font appel à nos services et à nos consultants. Sur la partie développement, aujourd'hui, on a beaucoup de clients de la région nantaise qui sont plutôt sur des environnements Java, JavaScript, hein, clairement. Bon, après, voilà, ça reste les clients, on va dire, qui font appel à nous. Mais c'est un petit peu voilà, cette stack technique qu'on voit de plus en plus recherchée. Il y a beaucoup, en tout cas sur la partie développement, c'est assez poussé sur des frameworks front comme React.js, Angular, un petit peu moins Vue.js, même si ça a tendance à monter. Et sur la partie back-end, du Node.js, hein, clairement, qui est aussi de plus en plus demandé. Par rapport à tout ce qui va être cloud provider, on va avoir beaucoup d'entreprises qui sont sur des clouds AWS. Alors après, pour quelles raisons ça ? Je m'oriente vers mes collègues à côté. Et puis GCP, un petit peu de Microsoft aussi, un peu d'Azure. Et puis après, on voit une montée en force clairement de l'agilité, hein, des méthodos agiles dans les équipes, plus d'horizontalité, plus de partage. Et donc forcément, plus de missions de product owner, plus de missions de Scrum Master aussi pour animer les équipes et vraiment avoir des méthodos agiles. Oui, non, mais je pense que sur les stacks, tu as à peu près tout dit. Tu as été presque complète. Après, nous typiquement, on va venir ici s'installer sur notamment des développements autour du digital. Hein, donc, très clairement, toutes nos applications web mobiles à destination de l'ensemble de nos clients. De la data et de l'IA. Hein, voilà, notamment, on est en train de monter une IA Factory. Hein, donc, on va en installer une partie sur Nantes. Donc, voilà, on est très appétant. Donc, data scientist, data engineer, enfin, voilà, tous les métiers autour de la data et de l'IA. Bien sûr, là, on va retrouver en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure le Python. Et puis après, tout ce qui va être aussi autour de la monétique et des services de paiement. Hein, donc, ça, pareil, c'est... Voilà, en termes de techno, voilà, je ne vais pas vous apprendre tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du paiement et de la carte et du paiement en général, hein, donc la monétique et les services bancaires. Et puis après, on va être dans des méthodes agiles. Hein, donc effectivement, on est ce qu'on appelle nous agile at scale. Hein, donc on a généralisé à l'ensemble de la DSI, mais c'est pas tellement la DSI d'ailleurs, c'est en partant du métier, parce qu'il y a deux façons de monter à l'agile quand on est une grosse DSI d'une banque ou d'une assurance. C'est le faire d'un point de vue informatique, c'est-à-dire c'est la DSI qui fait son passage à l'agile, hein, donc on commence à passer en mode produit, puis après il y a le faire au niveau de l'entreprise et se dire non, il faut qu'on soit agile au niveau de l'entreprise, donc on commence par faire une gouvernance métier. D'accord ? Et nous on est parti comme ça, avec une gouvernance métier, hein, et donc on a décliné le passage à l'agile. Alors bien évidemment, ça aplanit complètement les strates hiérarchiques. Hein. Typiquement, on a des squads dans lesquels il n'y a plus de relations hiérarchiques au sein de la squad. Hein, et c'est plutôt des chapter leads, ce qu'on appelle, qui gèrent les ressources, hein, qui vont affecter en mode presque SS2I. Hein, donc, il va affecter les ressources, qui vont s'occuper du développement et de l'employabilité des ressources. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Hein, c'est de développer en permanence nos collaborateurs, de les maintenir à jour, à la fois dans des technologies, à la fois du monde bancaire, des fonctionnalités, hein, d'avoir des compétences à la fois fonctionnelles et techniques. Voilà, et dans ces mondes agiles, finalement, on a plus de gens qui sont dédiés à gérer nos ressources, à gérer leur développement, à anticiper aussi les évolutions, à anticiper, je dirais, les changements de projets, hein, ou des grands programmes. Et donc à les préparer et à gérer aussi un peu mieux les sachants, hein, et pas s'apercevoir à 2 semaines ou à 3 semaines du départ en retraite d'un collaborateur que finalement on n'a plus du tout les compétences. Voilà, ça c'est des rôles qui dans ces mondes agiles sont de plus en plus importants et je trouve que c'est un des gros progrès. Et puis je dirais qu'au-delà de ça, il y a le fait qu'on évite le fameux truc entre le métier et l'informatique. Quand ça marche pas, en général quand ça marche pas c'est l'informatique, quand ça marche c'est grâce au métier. On évite tout ça, on est dans les logiques plutôt projet où tout le monde est tendu vers le même objectif, qui le partage, et c'est quand même assez sympa d'entendre notamment les équipes métiers qui parlent finalement des projets informatiques qu'elles ont réussi comme si c'est eux qui les ont fait, et voilà, et on voit bien que ça c'est quand même une grande force de la partie méthode agile.
Je vais rebondir sur ces méthodes agiles. C'est vrai qu'on remarque un grand changement en DSI. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément drivé par des contraintes techniques, mais par des besoins d'usage des métiers. Et ça a eu une implication sur la manière dont sont organisées les équipes, qui sont beaucoup plus horizontales, beaucoup plus fades, beaucoup plus autogérées, avec des méthodes type la méthode Scrum, qui fonctionne très bien sur des petites équipes. Et aujourd'hui, quand on parle de DSI et de DSI agile, je pense que c'est bien de souligner que l'agilité commence dès l'expression du besoin. Souvent, on va faire un cadrage de manière très classique, on va envoyer le dossier à la DSI qui va essayer de faire de l'agile. Forcément, le relais peut pêcher un petit peu. Donc aujourd'hui, l'agilité, c'est vraiment une philosophie qui est un mouvement qui touche tous les métiers, implique tous les métiers et qui responsabilise aussi les métiers. Parce qu'aujourd'hui, quand on est sur des sujets type data, finalement, c'est le nouvel or de l'entreprise et tous les métiers sont générateurs, producteurs, consommateurs de ces données. Et on n'est plus dans une logique où on a une direction qui est seule détentrice du savoir. Le savoir, la connaissance se libéralise dans l'entreprise. C'est des nouveaux enjeux aujourd'hui qui sont à réfléchir. C'est c'est vrai que tout ce qui est méthodologie agile, nouvel enjeu, comme tu dis, c'est des choses qui sont pas arrivées récemment, mais c'est pas non plus, ça date pas non plus de 40-50 ans. Il y a aussi autre chose qui est arrivée récemment, c'est le remote. Donc le télétravail, il y a de plus en plus de personnes qui demandent du remote, voire du full remote, que ce soit pour un premier emploi ou pas. Et en fait, c'est quel impact ça peut avoir déjà sur la culture d'entreprise et comment en fait vous gérez les demandes potentiellement de remote dans vos entreprises ou Oui, le remote, clairement, je pense que depuis le Covid, depuis l'épisode qu'on a tous connu, ça s'est démocratisé et j'ai envie de dire tant mieux, puisque ça a aussi fait du bien, ça a permis de montrer qu'on pouvait aussi faire des choses à distance en télétravail, avec toujours ce frein du full remote, d'avoir des équipes dispersées et de ne pas maintenir une cohésion d'équipe sur place. Donc c'est vrai que c'est toujours un équilibre à avoir. Après, on a toutes sortes de demandes. C'est vrai que moi, si je prends mon expérience en entreprise de services numériques, c'est assez complexe parce que nos clients, forcément, on est aussi amené à échanger avec eux. Certains sont ouverts à 2 jours de télétravail, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5. Mais voilà, ça dépend finalement. Et on a des collaborateurs qui, eux, ne souhaitent pas remettre un pied chez le client, d'autant plus depuis 2020. Donc c'est un équilibre à trouver. Après, en fait, ça rejoint plusieurs questions, ce que tu nous dis, parce que c'est vrai qu'il y a cette question d'avoir les équipes sur place, d'avoir aussi de ne pas laisser le savoir partir non plus. Et des fois, même avec des outils de communication à distance, c'est parfois plus problématique de pouvoir échanger avec la personne quand elle était à côté dans le bureau. On a aussi, alors après je mélange un petit peu tout, mais c'est vrai que dans les équipes on va avoir des personnes qui sont en full remote en France entière, on va avoir des prestataires qui sont en entreprise de services numériques, on va avoir des internes, on va avoir des freelances et du coup c'est comment est-ce qu'on arrive à accompagner tout ce petit monde au sein des équipes pour faire avancer le projet. Après, moi, mon avis sur le remote, il est assez. Je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est un équilibre. Je suis pas forcément pour le full remote, je suis pas pour le full présentiel. Voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver. Par contre, l'idée c'est d'avoir quand même des règles préétablies dans l'entreprise. C'est-à-dire que si on demande à tout le monde de venir tel jour, il faut qu'on soit aussi en capacité de pouvoir accueillir les personnes, parce que j'ai déjà vu ça aussi. C'est venez tous sur site le lundi, mais finalement tout le monde vient sur site le lundi. Depuis, on s'est réorganisé. Finalement,
finalement il n'y a plus assez de bureaux pour tout le monde et puis on finit par bosser dans les canapés. Bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est de se mettre d'accord en tout cas. C'est quel jour est-ce qu'on vient, est-ce que ça a de l'intérêt aussi de se poser les bonnes questions. Est-ce que voilà, si je suis là, c'est parce que toute mon équipe est là et parce qu'on avance ensemble ou pas. Et tout ça, c'est vraiment de l'organisation plutôt en amont. Hein. Nous, on a un outil qui est assez bien fait. On utilise Lucas sur la partie SIRH. On a un outil qui nous permet de savoir qui est à l'agence, qui est au bureau, qui est en remote, en déplacement ou sur site client. Et voilà, c'est de l'organisation. Oui, bon, c'est sûr que dans les grandes entreprises comme les nôtres, là pour le coup, c'est très normé. Hein, donc, on est à mi-temps. Hein, donc, on est 2 jours et demi par semaine. Enfin, en fait, c'est 3 jours, 2 jours. Hein, donc, ça pose plein de sujets. Alors, ça pose d'ailleurs peut-être pas les mêmes sujets à Nantes qu'à Paris. Hein. À Paris, le télétravail, c'était aussi éviter les transports. Hein, les gens qui ont 2 heures, 3 heures de transport tous les jours. Donc, c'était ça aussi. Bon, on s'aperçoit que finalement l'équilibre dont tu parles, il arrive naturellement. Hein. C'est sûr que post-Covid, on a le Covid où tout le monde était à distance. Après, il y a eu le retour et ce passage à la généralisation, parce que c'est ça finalement qui a accéléré le télétravail. Il faut se dire qu'avec le Covid, on a gagné 10 ans sur plein de trucs. Hein. On a gagné 10 ans sur le développement du télétravail, on a gagné 10 ans sur l'avènement d'un certain nombre de technologies, et notamment l'absorption ou l'insertion des technologies telles que Teams et tout. Si on n'avait pas eu le Covid, on y serait encore à faire des tests, des POC, des je sais pas quoi. Donc tout ça s'est largement accéléré. On voit quand même que les équipes, elles ont un besoin de se retrouver régulièrement. Alors, bien sûr, après, chaque individu a sa propre perception du truc. Hein, mais voilà, nous, la logique, c'est effectivement, la moitié, on est à mi-temps télétravail. Et puis, on a des projets d'équipe, ce qu'on appelle les projets d'équipe. Donc, les projets d'équipe, c'est les équipes s'organisent pour revenir à des temps donnés, sur des périodes données. Et tout ça doit se jouer dans un subtil équilibre d'occupation des locaux, parce que bien évidemment, en contrepartie du télétravail, on a fortement réduit les places, hein, donc les positions dans les bâtiments. Hein, donc j'avoue que de temps en temps, c'est même sportif. Hein. Il y a eu des moments où avant qu'on optimise tout ça, on avait l'impression de temps en temps qu'on était presque seul dans les bureaux. Bon, maintenant, on sent que ça densifie. Voilà, on a l'impression du coup que tout est en ébullition. Ça fait un truc très 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 sympa. Ouais, mais donc on est très. De toute façon, on peut pas aujourd'hui, même des grosses sociétés comme nous, on peut pas dire bon non, de toute façon on n'est pas ouvert au télétravail. C'est pas possible. C'est un frein de toute façon à l'embauche aujourd'hui. Je vais mettre en lumière le télétravail finalement dans l'écosystème startup. Je pense que c'est un vrai prérequis pour savoir travailler, puisqu'on a finalement une culture d'entreprise qui est complètement différente. On a des équipes qui sont très souvent décentralisées. C'est très rare d'avoir une équipe qui est physiquement sur un même site. Et on a trouvé des nouveaux moyens de créer de la cohésion en ligne, même si on garde quand même cette envie de se retrouver de temps en temps, créer des moments de cohésion pour de vrai. Ça reste je pense, un besoin primaire humain, mais pour la productivité, c'est pas du tout un frein. Au contraire, je trouve que c'est une contrainte intéressante. Par exemple, ça va nous obliger à stocker ces données dans un cloud pour pouvoir y accéder de partout. Donc si elles sont dans le cloud, tout le monde peut y accéder. C'est une preuve de transparence. Et j'ai aussi envie sur l'écosystème startup, mettre en lumière un autre problème qui est lié au changement lié au télétravail. Donc les structures qui accompagnent proposent très souvent des bureaux. Quand on gagne des concours, on gagne des bureaux. À tel point que l'an dernier, j'avais 3 bureaux dans la ville. Et je n'ai pas besoin de bureaux. Donc c'est vrai que ce changement va aller plus vite finalement que ce que proposent les structures d'accompagnement. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin dans l'écosystème startup, c'est de la prestation de services, c'est du jus de cerveau, c'est des experts qui vont nous aider et non pas des bureaux. Donc là, j'espère que la French Tech et toutes les structures d'accompagnement vont pouvoir adapter leur offre pour nous proposer autre chose que des bureaux. Et sur la partie grand compte, moi j'ai été par exemple chez PSA Citroën où j'avais une contrainte, donc j'étais consultant en big data et j'avais la contrainte de devoir travailler maximum 2 jours par semaine sur site. Donc c'est finalement l'entreprise a cette contrainte, donc c'était contrainte de confidentialité, c'était un projet un peu confidentiel et finalement moi ça m'allait très très bien.
Une autre anecdote, quand j'étais à la Digital Factory de chez Veolia, on pouvait se faire des visioconférences en étant sur le même site. Puisque pour aller d'un bout à l'autre du site, il y avait un quart d'heure de marche, aller-retour, on imagine assez vite que sur 40 étages, finalement, on se retrouve à se faire des réunions dans le même bâtiment en visio. Donc là, oui, l'intérêt du télétravail et du présentiel se pose de manière assez nette. Merci à vous trois. Il y avait aussi un autre sujet que je voulais aborder, qui est peut-être pas aussi touchy que le télétravail, mais là je vais peut-être me tourner vers toi Alexandre. Il y a quand même une nouvelle mentalité qui est arrivée, et il y a la question aussi du freelancing qui se pose, où il y a de plus en plus de personnes qui veulent des missions en freelance, veulent des missions en indépendant, et pas forcément vraiment être au sein d'une entreprise, avoir un contrat CDD, CDI, etc. Mais vraiment être libre, faire son propre boulot. Toi, je sais pas si que ce soit des conseils ou des recommandations, ta position en fait sur la question du freelancing, étant donné que toi tu as quand même une expérience dessus, quoi. Alors, je pense que c'est avant tout un changement de mentalité de la part des jeunes diplômés qui ne vont plus chercher une entreprise pour s'épanouir, mais des projets. Donc le freelance ne choisit pas une entreprise, il va choisir un projet. Et ça pose de nouvelles questions à l'entreprise. Par exemple, souvent on va parler de raison d'être de l'entreprise. Ce qui va intéresser le freelance, c'est la raison d'être du projet. Donc toutes ces réflexions aujourd'hui, on attend que les entreprises se les posent et finalement puissent décanter cette raison d'être sur des missions, des fiches de poste. Et il y a d'autres problématiques liées au freelance que je trouve côté entreprise, c'est finalement comment intégrer ses collaborateurs. En tant que consultant ou freelance, je suis toujours assez stupéfait de la manière avec laquelle je pars avec une quantité d'informations énorme sur l'entreprise et sur les projets. Et j'aimerais avoir le temps de pouvoir faire les transmissions, mais c'est pas prévu. Donc on parle de transmission quand des profils ont fait 40 ans dans l'entreprise, partent en retraite. Mais quand un freelance j'étais chef de projet sur des produits, je fais 2 ans sur un projet, je pars avec tout le savoir, on me pose pas de questions, je me dis ok, c'est dommage. J'aimerais pouvoir transmettre. Donc c'est toutes ces questions-là aujourd'hui. Je pense que l'entreprise doit se poser pour faciliter finalement ce nouveau mode de travail. Et d'un point de vue candidat, d'un point de vue freelance, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que il y a des prérequis pour se lancer dans le freelance. Il faut finalement avoir un peu d'expérience. Donc souvent, ça commence par quelques années dans un cabinet de conseil. Mais ensuite, ça permet d'embrasser un mode de vie. On parle souvent de digital nomade qui peut faire rêver. Mais c'est une réalité qui est accessible aujourd'hui à beaucoup de métiers, de nouveaux métiers dans la tech. Ouais, mais je discutais il n'y a pas longtemps avec des équipes RH, vous voyez, sur les salons, quand ils vont sur les salons, les étudiants. Et il y a quelques années, il suffisait d'afficher finalement des grosses marques. C'était L'Oréal, alors après dans la banque, ça pouvait être, je ne vais pas citer que la mienne, ça pouvait être la Société Générale, le Crédit Agricole, voilà. Et on affichait ça, et avec ça, finalement, on faisait rêver, quoi. Et je disais, mais aujourd'hui, ça fait plus rêver. On fait plus rêver avec une marque, on fait rêver avec des projets, on fait rêver avec qu'est-ce qu'on propose comme projet, qu'est-ce qu'on propose comme une fiche de poste, c'est juste la traduction de ce qu'on va faire, mais c'est surtout quels sont les projets, quelle est la raison d'être de l'entreprise. Mais ça, bon, quand on est un constructeur automobile ou une banque, la raison d'être, on la connaît à peu près. Après, les valeurs, c'est autre chose, les valeurs qu'on développe dedans, hein, notamment aujourd'hui, il y a quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, qui est le RSE. Et je vois, et notamment dans la politique de recrutement, par exemple l'inclusion, la féminisation. Voilà, ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui sont très intégrées aujourd'hui dans les valeurs des entreprises. Une entreprise comme la nôtre, il ne se passe pas une journée sans qu'on parle d'inclusion, de féminisation, de handicap. Et tout ça, c'est plus des mots et des concepts, c'est vraiment une réalité dans nos pratiques, dans nos modes de fonctionnement et dans nos méthodes de recrutement. Et je pense que voilà, ce que tu dis est très important. Aujourd'hui, le recrutement, et on attire des talents sur ce qu'on propose comme projet, sur ce qu'on propose comme activité, et pas simplement parce qu'on s'appelle un tel ou un tel. Et même les plus beaux, entre guillemets, voilà, comme les entreprises de luxe et tout, maintenant ça suffit plus, quoi.
Eh ben, on le voit, il y a aussi tu parlais, Alexandre, vraiment de la nouvelle génération qui cherche vraiment à avoir en fait un impact sur ce qu'ils font, avoir un impact que ce soit environnemental, mais que ce soit vraiment avoir une raison en fait d'être pour travailler sur ce projet. Et comment dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit aussi sur les investissements qu'il peut y avoir qui a eu lieu en 2023. On parlait de la montée vraiment du secteur de la data, donc le secteur de l'intelligence artificielle, c'est le premier, et en deuxième, il y a tout le secteur de la green tech. Donc c'est vraiment les deux secteurs où il y a le plus d'investissement, et ça se ressent du coup dans ce qu'on dit. Je sais pas si Camille, toi, tu voulais ajouter quelque chose peut-être avant de... Non, alors je vous rejoins. Après, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, clairement, en tant qu'entreprise de services numériques, on est de plus en plus confronté à des candidats qui, justement, quand on leur présente les entreprises avec lesquelles on travaille, ils se disent c'est bien beau, mais en fait, sur quelle mission, sur quel projet est-ce que je vais démarrer, c'est quoi le contenu, c'est vraiment quelles sont les valeurs, la vision qui est portée derrière, et finalement, sur des fois des recrutements à 3 mois, on a du mal aussi à projeter le projet, et c'est aussi pour ça qu'on travaille de plus en plus aussi avec des freelances, parce que on a aussi de plus en plus de candidats, on va dire, qui se sont lancés en tant que freelance et qui recherchent plus le Graal du CDI, qui est tellement années 90, on va dire maintenant, mais vraiment parce que aussi pouvoir travailler de partout et choisir les projets sur lesquels ils interviennent. Et aujourd'hui, on doit avoir peut-être 10-15 freelances avec lesquels on travaille, et parce que plus simple aussi de dire voilà, là j'ai un projet, il y a tel techno, c'est ça que tu vas faire, clairement ton rôle il est identifié, c'est pour une durée de 6 mois, et du coup ça parle, et donc c'est pour ça aussi que ça marche. Voilà. Ouais, et pour compléter, il y a aussi les clients. Nous on voit aujourd'hui les clients très clairement quand les appels d'offres avec des clients, notamment entreprises, ils nous demandent des preuves de la politique RSE, donc de l'empreinte carbone qu'on va avoir. Alors, c'est vrai pour l'informatique au travers de tout ce qui va être nos data centers, mais c'est vrai aussi de nos équipements plus classiques, que sont les PC de ça. Par exemple, nous, on s'est engagé dans une logique où on remplace plus avant, dans les grandes entreprises comme les nôtres, on remplaçait les PC comment ? C'est un amortissement comptable. C'est on achetait un PC, il était amorti sur 3 ans, au bout de 3 ans, on changeait les PC, quoi. Voilà, aujourd'hui, on ne fait plus ça. On mesure la performance des PC, d'accord, et on va changer les PC. Même d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va même changer les PC en anticipation. Si on s'aperçoit que le PC commence à se dégrader avant même que l'utilisateur râle, c'est quand même sympa. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et ils nous demandent aussi quel label on a. Donc du coup, voilà, ça nous oblige aussi à aller chercher des labels. Donc on est allé chercher notamment un label Alliance, qui est autour de la diversité, de l'égalité des chances, un label sur le numérique responsable niveau 2 qu'on est allé chercher. Donc là, c'est quels sont les engagements qu'on prend, quelle est la politique de l'entreprise en faveur de ça, qu'est-ce qu'on fait de façon très très concrète dans le domaine. Et on voit bien que non seulement, je dirais, les gens qui veulent nous rejoindre nous posent beaucoup de questions là-dessus, mais les clients aussi nous posent beaucoup de questions là-dessus. Parce que comme on les accompagne en plus dans leur décarbonation, eux, ils nous posent beaucoup de questions sur où on en est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos engagements sur le sujet. Et je pense que ça, c'est très très important également aujourd'hui dans finalement le mindset, je dirais, qui est ambiant, et puis dans la réalité de ce qui se passe dans les entreprises. Je peux rebondir aussi, parce que sur ce sujet-là, nous, c'est aussi la difficulté en tant qu'entreprise de services numériques, c'est que forcément, on présente les clients avec lesquels on travaille et les projets sur lesquels on est identifié. Mais au-delà de ça, nos collaborateurs nous rejoignent, nous, en tant que SN. Et c'est pareil, on avait des valeurs RSE très fortes. Et il y a quelque chose qui existe depuis pas très longtemps, mais la possibilité de passer société à mission. C'est ce qu'on a fait en 2021, c'est de vraiment pouvoir inclure dans les statuts de la société quelle est sa raison d'être, quels sont ses engagements qu'elle prend concrètement autour de la gouvernance, autour de l'écosystème, autour de l'environnement, autour de la diversité, de l'inclusion. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui, je pense, pour les entreprises, de pouvoir justement, devoir rendre des comptes à des ETI, à des organismes tiers indépendants, pour justement voir tout ce qu'on peut mettre en place pour faire les choses différemment en faveur de ces politiques-là. Merci Camille, merci Luc, merci Alexandre pour ça. Avant de passer aux questions, du coup, il y aura 15 minutes de questions-réponses à la fin. On va aborder une petite question sur l'actualité notamment.
Donc c'était début février. Donc ça y est, c'est fait. Donc tous les pays de l'Union européenne ont signé l'AI-Act, c'était le 2 février il me semble. Et du coup la question c'est est-ce que la régulation est un frein à l'innovation? Je rappelle rapidement l'UAE-Act, c'est du coup une réglementation de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle, comment utiliser l'intelligence artificielle en entreprise, mais pas que. Donc c'est est-ce que ça va freiner, est-ce que ça va être un catalyseur quand on sait que États-Unis, Chine, on va pas forcément avoir de régulation là-dessus, même les Anglais, à vrai dire. Donc voilà, c'est une question que je pose, à vous de répondre sur d'un point de vue personnel. Donc voilà. Ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est que on va dire, les Américains créent, les Chinois copient, les Européens régulent. Je pense qu'on est encore une fois sur ce schéma. Moi, je fais partie des éternels optimistes, donc j'ai envie de dire que la régulation, c'est un catalyseur d'innovation. Après, il ne faut pas que cette régulation soit un désavantage comparatif par rapport aux autres pays. D'un point de vue, on va dire, en tant que créateur, co-concepteur d'IA, je trouve qu'il y a quand même le côté de protection des créateurs qui est intéressant. C'est un volet à pas négliger. Maintenant, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Oui, mais de toute façon, je pense que l'IA-Act, c'est pour finalement préserver aussi les valeurs, les consommateurs fondateurs aussi de l'Union européenne. Donc, oui. je dirais que c'est un mal, pour moi, c'est un mal nécessaire. On voit bien d'ailleurs que ça a été approché par la notion de risque. Je dirais la graduation finalement des règles, elles sont au niveau de risque, c'est-à-dire le premier niveau de risque, je dirais, c'est celui à la limite sur les anti-spam, tout ça, à la limite, il n'y a rien à faire là-dessus. Tout ce qui va être chatbot, par exemple, il va y avoir un droit d'information de l'utilisateur, qui sache qu'il est en relation avec une machine et non pas avec un humain. Et puis plus on va monter, effectivement, quand on va rentrer dans la santé, dans l'éducation de ça, il est quand même, il me semble, un peu normal. Et bon, on sait ce que c'est que la régulation dans les banques, on en souffre beaucoup, ça nous pèse beaucoup. Mais là, je pense que dans des révolutions comme on est en train de les vivre avec les capacités de ces intelligences artificielles, on voit avec la générative maintenant, oui. Voilà, ce que nous répond, à la limite, la question, enfin le prompt, une fois la question posée, et pas forcément dans 100% des cas la réalité d'une vérité. Donc il faut effectivement, il est normal quand même d'encadrer ça à partir du moment où on va toucher à des domaines comme l'éducation, la santé. Je pense que c'est un mal nécessaire. Maintenant, pour un trop d'infos, donc effectivement, il va falloir. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le sentiment pour le moment qu'on a. Après, quand on regarde ce qui se passe au niveau des entreprises elles-mêmes. Donc c'est sûr que quand on est dans une banque, la première chose qu'on fait, c'est alors on a énormément de cas d'intelligence artificielle déjà, les intelligences artificielles classiques, autour de la fraude notamment, qui est quelque chose qui nous touche beaucoup. On a déjà beaucoup de modèles d'intelligence artificielle. Voilà, maintenant, tout ce qui va rentrer dans l'intelligence artificielle générative, la capacité à produire tout un tas de textes, d'images, d'autres. Voilà, donc ça, nous, on n'a pas attendu l'IA-Act. Par contre, on va se servir de l'IA-Act, effectivement, pour, on va dire, encadrer et pour finalement promettre à nos utilisateurs et à nos clients, surtout, une expérience fluide, mais aussi quelque chose qui est sérieux, réfléchi, professionnel et qui préserve les données de nos clients. C'est ça, tu parlais des principes fondamentaux de l'UE. Il y a aussi protection du consommateur, où on voit que en Chine, la population elle est notée sur si elle traverse le trottoir rouge ou pas. Donc forcément c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est un mal pour un bien, il faut passer par là. Après, est-ce que dans les investissements, est-ce que dans les nouvelles créations de nouveaux projets sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça va être un frein? Je suis d'accord avec toi dans le sens où là on le ressent pas trop. T'as des Français comme Mistral AI qui est de la nouvelle licorne qui a levé plus de 500 millions l'année dernière. C'était pas encore passé l'AI-Act, mais je pense qu'il y a quand même de là à parler de frein pour l'instant, je pense pas. Après, il faudra voir, parce qu'il me semble que c'est en 2025 que ça va être voté.
mais il y a aussi les Allemands qui ont pas mal de projets dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc moi je pense honnêtement pas que ça va être un frein, et que de toute manière c'est important de passer par là pour la protection, que ce soit des consommateurs et également des créateurs sur ça. Voilà. Moi, je voulais ajouter quelque chose, c'est que finalement, l'IA crée de la valeur, une valeur qui est en train de prendre énormément de place dans le PIB français, et cette valeur aujourd'hui n'est pas taxée. Et je pense qu'il y a une réflexion qui est abordée sur ce point de vue des taxes. Quand une IA va remplacer un collaborateur, finalement, c'est une concurrence déloyale, parce que quand on voit le pourcentage de taxes sur un salarié qui est juste énorme, versus une IA absolument free tax, je pense qu'il y a une vraie question aujourd'hui de modèle de société, de partage de revenus que nous impose l'IA. Je vais prendre l'exemple, alors c'est pas une IA, mais c'est le digital. Quand on voit le nombre de commandes de taxis gérées par Uber qui paye versus le montant d'impôts payés par cette même plateforme en France, c'est absolument ridicule. Donc je pense qu'on est dans une concurrence aujourd'hui qui est déloyale, et qu'il va falloir certainement réécrire un beau nombre de réglementations et aller beaucoup plus loin finalement que cette IA Act qui est je pense encore très très insuffisant, et peut-être pas sur les bonnes questions. Et j'aimerais ouvrir sur finalement avant de parler d'IA, on a des jeux de données, et la question de l'entreprise, c'est comment être déjà propriétaire de ces jeux de données. Et là, j'aime beaucoup ce que pousse finalement la French Tech, c'est de faciliter la collaboration avec des startups françaises qui vont être finalement des solutions concurrentes à des géants américains, donc avec évidemment beaucoup moins de moyens financiers. On parle de 500 millions qui ont été levés par Mistral, ça peut paraître énorme, mais c'est complètement dérisoire quand on voit ce qu'a levé ChatGPT. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets, et je pense que sur l'IA, avant d'aller chercher des réponses, on aurait intérêt à se poser collectivement les bonnes questions. De toute façon, je pense que finalement, un des principaux freins à l'IA aujourd'hui, c'est pas tant l'IA Act, ça va être surtout les GPU. Et la capacité des entreprises à acheter des GPU qui coûtent extrêmement cher. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, la concurrence sur les modèles les plus élevés, elle est limitée aux GAFAM, parce que de toute façon, il n'y a qu'eux qui peuvent se payer ces infrastructures-là. Et d'ailleurs, Mistral travaille avec à créer ses propres infrastructures, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de lever autant d'argent, parce que d'habitude, les startups, elles levaient surtout l'argent pour payer, on va dire, les ressources humaines pour développer des projets. Aujourd'hui, pourquoi Mistral AI est obligé de lever autant d'argent? C'est pour payer des GPU, pour se payer les infrastructures, pour que ces modèles, puisqu'ils veulent faire de l'open, du modèle open, ces modèles ils soient efficaces, parce que quand on voit la course qu'il y a aujourd'hui entre les GPT 3.5, GPT 4 et celui qui arrive, c'est des facteurs x10, x100. Et quand vous connaissez le prix du GPU, c'est quelque chose qui va être, je ne sais pas si ça va être un frein, mais ça va être une limite dans la concurrence, parce que de toute façon, il y a ceux qui pourront se les payer et ceux qui pourront que les utiliser et les louer, et donc ils les loueront au prix que leur font ceux qui les ont, quoi. Ah oui, c'est marrant parce qu'on pourrait finir là-dessus, parce qu'on va être court de temps, mais il y a aussi toute la question de l'open source, où je sais que c'est Yann Lequin, le patron un petit peu de l'intelligence artificielle de Meta, qui est lui vraiment très axé sur développer des intelligences artificielles open source. Donc c'est peut-être ça aussi sur ce qu'il faut aller pour une meilleure transparence, en tout cas de ces logiciels. Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, merci à vous trois, et du coup si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, il y a une séance là 15 minutes de questions-réponses. C'est mieux peut-être avec le micro ou pas? Ouais, ça marche. Pourriez-vous définir votre raison d'être, Alexandre? Moi, je me suis posé cette question longuement. Finalement, c'est un slogan « Make the world a better place ». C'est contribuer à l'amélioration du monde et créer un nouveau système de valeurs que je co-construis en intelligence collective.
moi j'ai pas forcément la solution à ma raison d'être, c'est d'amener des collectifs à se poser ensemble les questions, réfléchir ensemble à quelles sont les possibilités et avec des mécaniques de vote finalement embarquer des collectifs dans que ce soit des projets de transformation, dans des projets et ça c'est ma raison d'être personnelle. Et derrière j'essaie de mettre en relation ce petit Pokémon ou Tamagotchi avec la raison d'être d'autres entreprises, et quand il y a écho, il y a match, et puis derrière on peut aller très loin dans les collaborations. Alors nous, notre raison d'être, c'est finalement de permettre à nos clients de réaliser leurs projets. C'est réaliser leurs rêves, réaliser leurs projets. C'est ça notre raison d'être, et c'est leur donner des solutions financières, des solutions même de conseils qui permettent de faire ça. Et puis du coup, on le traduit par du digital avec, on offre à nos clients la capacité à consommer la banque, le soir, la nuit, le matin, au moment où ils le souhaitent. Là où encore il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, il y avait quand même cette barrière de l'ouverture de nos agences qui pouvait poser problème. On trouvait que nos agences n'étaient pas ouvertes suffisamment tard le soir. Mais nos collaborateurs en agence n'avaient pas forcément le même avis. Donc aujourd'hui, on rend tout ça finalement possible. Mais avant tout, notre raison d'être, c'est la réalisation des projets de nos clients, et d'ailleurs qu'ils soient clients retail, ce qu'on appelle, donc clients particuliers, mais aussi et surtout les clients entreprises, bien évidemment, et de toute taille. Alors nous, en tant que société à mission, notre raison d'être, elle est inscrite dans les statuts de la société. Elle est un peu plus longue. Après, elle rejoint quand même Luc, parce que en tant que SN, forcément, c'est aussi de pouvoir apporter la réussite aux projets de nos clients. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'on souhaite, c'est que les collaborateurs de l'entreprise puissent contribuer à la valorisation de l'écosystème local. Également, une gouvernance plutôt participative. Aujourd'hui, tous les projets, toutes les décisions, les actions qui sont prises, on essaie de le faire de manière participative en incluant tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc en fait, ils ont un rôle à jouer chez Delia. On a passé un cap encore un petit peu plus loin là récemment, puisque les salariés de Delia vont devenir actionnaires de Delia Technologies au travers du plan d'épargne entreprise. Donc c'est la possibilité pour eux de pouvoir accéder à l'actionnariat salarié. Par exemple, aussi au titre de la gouvernance partagée et de la transparence, c'est que tous les collaborateurs puissent avoir accès aux chiffres de la société, au capital social, au KPI, etc. Et après, on a un troisième enjeu. Alors, c'est une longue réponse pour la raison d'être, mais autour de l'environnement et de faire les choses aussi différemment sur la partie IT. Et ça tourne au travers de pas mal de thématiques, du label employeur Pro Vélo sur la partie mobilité. On parlait de télétravail aussi tout à l'heure. Ça passe aussi par le matériel reconditionné, le recyclage, etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et je rajoutais un petit mot sur finalement quand on est une ESN et qu'on a cette raison d'être, comment est-ce qu'on arrive à la transmettre à son consultant qui va passer peut-être moins de 5% de son temps sur l'année dans l'ESN, donc sera finalement sous la raison d'être de son client, et sur la raison d'être du projet. Comment est-ce que vous arrivez à gérer finalement cette transmission ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos collaborateurs ont aussi du temps dédié en interne chez Delia. Ils ont le temps passé chez le client, mais ils ont la possibilité de sortir de mission plus de 5 jours par an dédiés au projet interne de l'entreprise. Alors, ce n'est pas du temps dédié à l'événementiel, à de la formation, à des dash tech ou autre. C'est vraiment dédié au projet interne. Ces 5 jours, aujourd'hui, on a déterminé un quota parce que, en fait, avant, on ne l'avait pas fait et on s'apercevait que les gens ne prenaient pas ce temps-là. Parce que en fait, est-ce que j'ai le droit ou pas, est-ce que je peux sortir de mission ou pas. Donc on a dit en fait on va instaurer un quota de 5 jours, vous avez la possibilité, la liberté de le faire, c'est votre responsabilité, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est sur le principe du volontariat, parce que on ne force personne non plus, mais voilà, en tout cas c'est des choses qui sont animées. On a un comité de mission aussi en interne qui va aller chercher des animateurs de projets, de communautés pour mettre en place des actions. Il me semble chez Google qui propose le vendredi
où finalement on vient, on ne vient pas, on travaille sur des projets perso ou peu importe le projet. Et la plupart des innovations aujourd'hui qu'on utilise quotidiennement chez Google ont été designées, conçues ce fameux vendredi. Donc c'est finalement des journées très productives pour l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, surtout. Oui. Attendez, je vais vous donner le micro comme ça, c'est plus simple. Bonjour, moi je m'appelle Marine, je suis en reconversion et en recherche d'emploi. Alors je suis arrivée un peu après le début, donc j'espère que c'est pas une question qui a déjà été abordée. Mais ma question c'était sur l'accompagnement des profils plus juniors, mais qui ont quand même une riche expérience antérieure, parce que par exemple dans la gestion de projet ou ayant acquis des compétences qui sont transférables au domaine de l'informatique. Ces profils-là, aujourd'hui, dans l'environnement de la tech nantaise, quelles sont les entreprises qui sont prêtes à les accompagner pour monter en compétences, plutôt que d'attendre qu'ils aient ces fameuses 2 ou 3 années d'expérience tant demandées? Ouais, merci de cette question. Voilà, nous on travaille beaucoup justement avec des entreprises qui font de l'insertion. Je ne sais pas si vous connaissez Simplon, les décodeuses. Voilà, on travaille beaucoup avec ces entreprises-là. Hein, donc on accompagne ces entreprises. On fait aussi beaucoup d'alternance, on fait aussi beaucoup d'accueil, de formation. Donc oui, on est ouvert à tout ça, soit parce que vous arrivez effectivement d'un programme avec ces associations-là, hein, qui sont assez extraordinaires. Hein, et je le disais, je racontais tout à l'heure, je peux dire quand vous travaillez avec des gens qui ont fait cette réinsertion, qui viennent du bâtiment, je dirais de la restauration de ça, et qui au bout de quelques mois, quelques années de formation, ils sont passés à l'informatique, qui était un truc inaccessible pour eux. Je peux vous dire que les yeux brillent quand ils vous parlent de ce qu'ils ont fait, et vous sentez une motivation, une capacité à transformer tout qui est assez extraordinaire. Voilà, donc nous, on est effectivement très, non seulement à l'écoute, mais on est très moteur dans effectivement l'intégration de personnes de ce type-là. Je peux prendre la suite. Alors nous, on a pas encore trouvé la bonne formule, pour la simple et bonne raison que, comme je disais, en fait, on a une ESN où l'ensemble de nos collaborateurs est en mission chez nos clients. Donc en fait, on dépend aussi des clients et des projets, des missions sur lesquelles on est. Et il faut pouvoir avoir les personnes aussi ressources pour faire monter en compétence des profils plus juniors dans les équipes. Donc en fait, on dépend essentiellement de ça. Après, ça nous est arrivé en fait à notre niveau d'essayer de mettre en place des actions, de recevoir des personnes aussi en stage, de pouvoir faire des entretiens blancs. En tout cas, sur la partie RH, recrutement, je sais qu'avec Pauline, on le fait volontiers quand il s'agit un petit peu de faire passer des entretiens blancs pour poser des questions, pour aussi apprendre comment valoriser ses compétences quand on est aussi dans un issu de reconversion. Comment est-ce qu'on valorise son expérience passée et pas non plus un métier passion. Donc voilà, comment est-ce qu'on parle aussi de ce qu'on sait faire et de ce qu'on a appris ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est notre maigre contribution, j'ai envie de dire, en attendant de trouver comment est-ce qu'on peut avoir des profils plus juniors qui nous rejoignent. Et ce que j'ai observé dans l'écosystème startup, c'était notamment en termes de trade union, c'était la Rocket School, qui propose des formations assez courtes avec des stages assez intéressants. Par exemple, le mois dernier, on avait eu 4 stagiaires en business development qui ont participé à un challenge. Donc, il y avait 10 startups de l'accélérateur qui ont participé au challenge, chacune avec 4 stagiaires, et c'était qui allait faire le plus de business. Donc de prise de rendez-vous, scrapping de données, jusqu'au closing dans certains cas. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette émulsion, apprendre à travailler ensemble sur les objectifs. Donc très bon retour sur la Rocket School. Du coup, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le temps encore pour une petite question. Donc voilà, faut pas hésiter. Sinon c'est tout bon. Très bien, écoutez, merci encore, merci tout le monde, merci d'avoir été là. Pour rappel, l'événement dure jusqu'à 21h, donc vous avez encore le temps, 1h30 devant vous. Voilà.
Merci et bonne soirée. Merci.